Le roman de Renard, 41e aventure. De l'arrivée de Brin à Maupertuis, et comment il ne trouva pas doux le miel que Renard lui fit goûter. Brin l'ours suivit le sentier tortueux qui, à travers la forêt, conduisait à Maupertuis. Comme la porte du château était fort étroite, il fut obligé de s'arrêter devant les premiers retranchements. Renard se tenait au fond du logis, doucement sommeillant. Il avait apporté le corps d'une grasse geline, et de grand matin, il avait déjeuné des ailes d'un gros chapon. Il entendit Brin l'appelant ainsi du dehors. « Renard, je suis messager du roi. Sortez un instant pour entendre ce que notre sire vous mande. » L'autre n'eut pas plutôt reconnu Brin qu'il se mit à chercher quel piège il pourrait lui tendre. « Brin, répondit-il de sa lucarne entr'ouverte, on vous a fait prendre en vérité une peine bien inutile. J'allais partir pour me rendre à la cour, aussitôt que j'aurais eu mangé d'un excellent mets français. Car vous le savez aussi bien que moi, Brin, quand un homme riche ou puissant vient en cour, tout le monde s'empresse autour de lui. C'est à qui tiendra son manteau. C'est à qui lui dira « Lavez, lavez, sire ». On lui sert le bœuf au poivre jaune, toutes les viandes délicates qui passent devant le roi. Mais il en est autrement de celui qui n'a pas grande charge et force de nier. On le dirait sorti de la fiente de Lucifer. Il ne trouve place au feu ni à la table. Il est obligé de manger sur ses genoux, et les chiens de droite et de gauche viennent lui enlever le pain des mains. Il boit une pauvre fois, 2 fois tout au plus, et du moindre. Il touche à une seule espèce de viande, et les valets ne lui donnent que des os à ronger. Tristement oublié dans un coin, il devra se contenter de pain sec, tandis que les grands et bons plats, servis par les queues et les sénéchaux à la table du maître, sont mis de côté pour être envoyés aux amis chers de ces cuistres que le démon puisse emporter. Voilà, sire Brin, pourquoi j'ai, ce matin, avant de partir, fait la revue de mes provisions de pois et de lard, et pourquoi je me suis déjeuné avec 6 denrées de frais rayons de miel. À ce mot de miel, Brin, oubliant ce qu'il savait de la malice de Renard, ne put s'empêcher d'interrompre. « Nominate patre Christum fil, ami, où pouvez-vous donc trouver tant de miel? Ne voudriez-vous pas m'y conduire? Par la Corbieux, c'est la chose que j'aime le plus au monde. » Renard, étonné de le trouver si facile à empaumer, lui fait la loupe, et l'autre ne s'aperçoit pas que c'est la courroie qui doit le pendre. « Mon Dieu, Brin, reprit-il, si j'étais sûr de trouver en vous un véritable ami, je vous donnerais, j'en atteste mon fils Rovelle, autant de ce miel excellent que vous pourriez désirer. Il ne faut pas le chercher loin, à l'entrée de ce bois que garde le forestier Lanfroy. Mais non, si je vous y conduisais uniquement pour vous être agréable, j'en aurais mon réveil loyer. »« Que dites-vous là, Renard? Vous avez donc bien peu de confiance en moi. » ?»« Assurément. Que craignez-vous? Une trahison? Une perfidie? C'est le démon qui vous donne de pareilles idées. Eh bien, donc, je vous crois. Je n'ai rien contre vous. Et vous avez raison, car l'hommage que j'ai fait au roi noble ne me rendra jamais faux et déloyal. J'en suis persuadé maintenant, et j'ai toute confiance dans votre bon naturel. Pour répondre au vœu de Brin, il sort de Maupertuis et le conduit à l'entrée du bois. Lanfranc, le forestier, avait déjà fendu le tronc d'un chêne qui devait lui fournir les ais d'une grande table. Il avait posé 2 coins dans l'ouverture, pour l'empêcher de se refermer. « Voilà, doux ami Brin, dit Renard, ce que je vous ai promis. Dans ce tronc est la réserve du miel. Entrez la tête et prenez à votre aise. Nous irons boire ensuite. » Brin, impatient, pose les 2 pieds de devant le chêne, tandis que Renard monte sur ses épaules et lui fait signe d'allonger le cou et d'avancer le museau. L'autre obéit. Renard, de l'une de ses pattes, tire à lui fortement les coins et les fait sauter. Les 2 parties séparées du tronc se rapprochent, et la tête de Brin reste en mâle étreinte. « Ah! Maintenant, dit Renard en criant à pleine gorge, ouvrez bien la bouche, sire Brin, et surtout tirez la langue. Quel bon goût, n'est-ce pas? » Brin, cependant, exhalait des cris aigus. « Mais comme vous restez longtemps, oh, je vous l'avais bien prévu, vous gardez tout pour vous sans m'en faire part. N'êtes-vous pas honteux de ne rien laisser à votre ami? Si j'étais malade, et si j'avais besoin de douceur, je vois que vous ne me donneriez pas poire molle. » En ce moment arrive le forestier Lanfroy, et Renard de jouer des jambes. Le vilain voit un gros ours engagé dans l'arbre qu'il avait fendu, et retournant aussitôt au village, se crie « Haro, haro, à l'ours, nous l'avons pris !» Il fallait voir alors accourir les vilains avec massue, fléau, hache, bâton noueux d'épines. Qu'on juge de la peur de Brin. Il entend derrière lui Hurtevilain, Gondouin, Trousse-Vache, Baudouin, Porte-Civière, Girouin, Barbette, le fils de sire Nicolas,
Pique Anon, le puant qui fait sauver les mouches, et le bonbon Vuder d'Écuelle Corbaran de la rue, puis Tigerin Brisemiche, Tiguère de la place, Gombert Coupevilain, Flambert, Erlin, Autran-le-Roux, Brise Fossile, prévôt du village, Humbert Grospré, Fouché Galope, et bien d'autres. Au cri toujours plus rapproché de cette fourmilière de vilains, Brin fait ses réflexions. Mieux lui vaut encore perdre le museau que livrer sa tête entière. La hache de l'enfant ne l'épargnerait assurément pas. Il tâte et retâte avec ses pieds. Suroidi, sans la peau de son cou céderait se détacher, laissant à nu les oreilles et les joues sanglantes. C'est à ces cruelles conditions que le fils de l'ours put rentrer en possession de sa tête. On eût pu tailler une bourse dans la peau qu'il en rapportait, et jamais si hideuse bête ne courut risque d'être rencontrée. Il fut à travers bois. La honte d'être vu, la crainte d'être assommé se réunissent pour lui conserver des forces. La meute des vilains le poursuivait toujours. Maintenant voilà qu'il croise le prêtre de la paroisse, le père de Martin d'Orléans, qui revenait de tourner son fumier. De la fourche qu'il avait aux mains, il frappe Brin sur l'échine, et le grand faiseur de peigne et lanterne, frère de la Chièvre de Reims, l'atteint d'une longue corne de bœuf, et la lui brise sur les reins. Oh, malheur à Renard si jamais Brin peut le rejoindre. Mais celui-ci avait pris soin de se mettre à couvert dans Beaupertuis, et quand Brin passa devant ses fenêtres, il ne put se tenir de le gaber encore. Comment vous trouvez-vous, beau sire Brin, d'avoir voulu manger tout le miel sans moi? Vous voyez à quoi mène enfin la trahison. N'attendez pas de prêtre à votre dernier jour. Mais de quel ordre êtes-vous donc pour avoir ce chaperon rouge? Brin ne tourna pas même les yeux sur lui. Qu'aurait-il répondu? Il s'enfuit plus vite que le pas, croyant toujours avoir à ses trousses l'enfroid, le prêtre, le lanternier et tous les vilains du pays. Enfin, il atteignit les lieux où le roi noble tenait sa cour. Il était grand temps qu'il arrivât, car il fléchit de lassitude et d'épuisement devant les sièges. Chacun, en le voyant ainsi débarrassé de ses oreilles et de la peau de son chef, fit d'horreur un signe de croix. « Eh, grand Dieu, frère Brin, dit le roi, qui a pu t'accommoder ainsi? Pourquoi t'es posé ton chaperon à la porte? Mais le reste, où l'as-tu laissé? » Sire, dit avec la plus grande peine le pauvre Brin, c'est Renard qui m'a mis en cet état. Il fit quelques pas, puis tomba comme un corps mort aux pieds du roi.